Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu m'avais promis que tu devais te lancer dans un nouveau bouquin. Oui. Tu m'as menti. Non, je ne t'ai pas menti. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé le temps matériel de véritablement concrétiser la chose. Jean-Paul. Non, comme je te dis, le bouquin, il est là dans ma tête. C'est juste qu'il faut trouver le temps. Sortir. Voilà, il faut trouver le temps. Malheureusement, je suis tiraillé par d'autres nécessités de la vie. Je ne dirais pas des impératifs, des nécessités. Parce que franchement, il faut que les auditeurs comprennent. Moi, je suis un gars qui fonctionne à la sensibilité. Il faut que mon esprit soit totalement déconnecté de toute forme de problème. Tu vois, non, pour que je sois... De préoccupation, merci. Pour que je puisse vraiment laisser mon inspiration s'exprimer totalement. Or, à chaque fois, il y a des problèmes qu'il faut régler, des problèmes du quotidien. Donc, je suis obligé d'orienter mon énergie voilà, et mon esprit vers la résolution de ces problèmes-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, ça me retarde. Mais je suis en train d'y travailler, c'est-à-dire que je suis en train de voir comment est-ce que je peux m'organiser pour avoir au moins dans la journée ou dans la semaine, 1 heure ou 2, où je pourrais vraiment... travailler et commencer à faire avancer ça petit à petit. D'accord. Voilà, parce que je ne peux pas m'asseoir comme j'avais fait il y a 15 ans pour mon ancien livre où j'avais fait 7 mois. En 7 mois, j'avais écrit le livre parce que je pouvais écrire 4-5 heures par jour. J'avais du temps libre, j'avais pas beaucoup de préoccupations. Voilà. Comment au royaume des immortels. Les immortels. Et voilà. ça traite vraiment de la question de l'immortalité ou bien c'est juste un conte épique? C'est un conte épique qui traite aussi, selon le point de vue d'une vête, la question de l'immortalité. D'accord. Voilà. Maintenant, il s'agit de faire une suite parce qu'en fait, quand ces gens lisent les immortels, quand ils voient la fin, ils savent que forcément, il y a une suite. Voilà. Et cette suite, elle va sortir. Moi. Mais il faut aussi avouer que d'un point de vue lucratif, je ne suis pas très satisfait du retour que j'ai eu de des Immortels. Pas du retour artistique. Tous ceux qui m'ont croisé et qui ont lu le livre ont adoré. Et ça, c'était l'objectif. C'est ce qui me donne un peu de baume au cœur. Mais financièrement, pour moi, je dirais... Le retour n'a pas été... Le retour, non. Ça a été un gouffre financier pour moi. D'accord. Et ça pose la question plus générale du livre dans notre pays. Comment faire la promotion des écrivains? Comment faire la promotion de la littérature? Et de la lecture aussi. Et de la lecture aussi. Parce qu'il faut que les gens aient envie de lire. Mais tout ça derrière, il y a une question de prix. Le livre coûte cher. Même moi-même qui adore la lecture, j'ai du mal à acheter des livres. Mais Omer Outougou, il a développé un système parallèle qui je vais travailler on en a déjà discuté. Exactement. Et grâce notamment à l'Internet, grâce aux nouvelles technologies, grâce à la mondialisation aussi. Aujourd'hui, on peut avoir une maison d'édition ici, une impression en Chine, son infographe à Dubaï, je sais pas. Et on essaye ainsi de limiter les coûts, de faire baisser les coûts au maximum, les rentabilités. Mais le problème, c'est qu'on est embêté au Gabon. J'espère que les autorités de la CT arriveront à voir ça. C'est au niveau des tarifs douaniers. Parce que le livre est presque considéré comme un produit de luxe au Gabon. Non, Chris Daclès a dit que le livre n'est pas taxé. Ah bon, le livre n'est plus taxé ou n'est pas... Parce que quand j'ai fait le mien en 2012, il était taxé. Bon? Ah oui. Bon, je vais me renseigner chez lui alors. C'est notre spécialiste des questions douanières. Voilà, peut-être que ça a changé, mais en 2012, quand j'ai fait mon roman, et ça vraiment, c'était quelque chose qui nous a fait une douche froide, parce que ça a limité notre capacité de pouvoir importer le livre, parce qu'on l'avait fait éditer à l'extérieur. D'accord. Mais je vais m'organiser. Je suis en train de voir comment m'organiser pour justement permettre la sortie du tome 2 ou de la suite d'Akumamba et les Immortels. L'histoire nous ramène dans combien d'années en arrière? Alors aujourd'hui, on va parler plusieurs années en arrière, mais on va parler d'une personnalité qui aura marqué le XXe siècle. Cette personnalité est décédée hier. Il s'agit d'Henry Kissinger. Alors pour les jeunes générations qui ne le connaissent pas, Henry Kissinger était le secrétaire d'État aux affaires étrangères sous Richard Nixon. D'accord? Il a joué un rôle clé dans pas mal d'événements qui auront marqué cette décennie-là des années 70. Alors, il est à la fois adulé et décrié parce qu'il aura aussi
joué un rôle dans dans les moments sombres. Non, le Watergate, politiquement, au contraire, il va plutôt s'en sortir. Mais là où, évidemment, il est détesté, c'est notamment sur la question de la guerre du Vietnam, où il a joué un rôle. Là où il est détesté, c'est sur la question de la guerre en Israël, notamment son rôle lors de la guerre de Kippour. Là où il est détesté, c'est évidemment sur la question liée justement en politique intérieure, sur la question de la lutte de ceux qui étaient considérés comme des communistes et autres là. Donc, mais surtout en politique étrangère, c'est surtout son rôle lors de la guerre de Kippour et son rôle surtout lors de la guerre du Vietnam qui sont décriés. Mais par contre, là aussi il est reconnu, où ses qualités de diplomate sont reconnues par tous comme celles d'un fin stratège. C'est lui qui aura notamment permis le rapprochement entre les États-Unis et la Chine en 1973, parce qu'il faut savoir que la première fois qu'un président américain se rend visite officielle en Chine, c'était sous Richard Nixon, c'était en 1973. Et puis, il faut savoir aussi qu'il aura joué un rôle très important dans le dégel des relations entre Washington et Moscou, parce qu'il faut savoir que dans les années 70, on est au plus fort de la guerre froide, et donc c'est lui qui va permettre la mise en œuvre de ce qu'on va appeler le téléphone rouge, c'est-à-dire une ligne directe entre les dirigeants américains et les dirigeants soviétiques. Cette ligne rouge-là va énormément participer au dégel des tensions diplomatiques entre Washington et Moscou, et ça va considérablement éviter le risque d'une guerre nucléaire. Et donc, de ce point de vue-là, à partir de là, il va, bien entendu, en fonction de là où on se pose, il va, après avoir quitté l'administration, après avoir quitté la Maison-Blanche en 1977, parce qu'il faut savoir qu'il entre à la Maison-Blanche en 1969, c'est Richard Nixon qui l'y emmène en tant que conseiller à la sécurité nationale, jusqu'en 1973. 73, il est nommé secrétaire d'État, mais cumulativement avec sa fonction de conseiller à la sécurité nationale. Il va même cumuler les deux postes pendant 2 ans, de 73 à 75, ce qui est totalement inédit dans toute l'histoire des États-Unis. Quelqu'un qui occupe à la fois le poste de ministre des Affaires étrangères et de conseiller à la sécurité nationale, donc le premier responsable de la gestion des questions de sécurité à la fois intérieure et extérieure des États-Unis. Ça veut donc dire le poids immense qu'il occupait dans l'administration à l'époque de Richard Nixon. Et puis, par la suite, en 1977, lorsqu'il va y avoir l'affaire du Watergate, enfin en 1974, pardon, quand il va y avoir l'affaire du Watergate, lui va être l'un des rares, étant donné, et en dépit plutôt de l'importance en dépit du rôle stratégique qu'il occupait dans l'administration Nixon, il va plutôt bien s'en sortir, et il va même conserver son poste de secrétaire de ministre des Affaires étrangères, puisque Gerald Ford, qui va remplacer Nixon après que celui-ci eut démissionné, va le maintenir au poste de ministre des Affaires étrangères. Et donc, à partir de là, après les 1977, il se retire de la vie publique, mais il reste néanmoins une figure énormément sollicitée par les puissants de ce monde. Il crée un cabinet conseil qu'on appelle le Kissinger Associates. Et puis, à travers ce cabinet conseil, il continue à parcourir le monde. Il continue à rencontrer les grands dirigeants de ce monde. Pas plus tard qu'en juillet dernier, il était même reçu à Pékin par Xi Jinping dans le cadre de la célébration des 50 ans de la première visite d'un dirigeant américain à Pékin. Et donc, c'était en juin dernier, puisque Richard Nixon était à Pékin en juin 1973, et en juillet dernier, il avait été invité par les autorités chinoises. Et c'est sûr que la première fois que Nixon était à Pékin, il était avec lui. Oui, bien sûr. C'est lui qui avait négocié cette visite-là. C'était même la première fois qu'un président américain en exercice se rendait en Chine. Et donc, c'est lui qui avait opéré ce rapprochement-là. Et puis, il y a aussi des parts un peu sombres. Il faut savoir que, par exemple, en 1973, à la fin de la guerre du Vietnam, c'est lui qui avait négocié avec les dirigeants nord-vietnamiens les termes de la guerre du Vietnam. On va pas revenir sur la manière dont la guerre s'est achevée. J'en avais parlé ici, et on peut retrouver Pentagon Papers. On peut retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de la radio. Mais ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que les termes ont été négociés selon le point de vue de certains Américains de manière assez lapidaire.
parce que, évidemment, les Américains savaient qu'ils ne pouvaient plus tenir sur le terrain. Et donc, ils avaient décidé de partir un peu précipitamment, à l'image de ce qu'on a pu voir en janvier dernier, quand les Américains sont partis précipitamment d'Afghanistan. Donc, c'est un peu ça. Donc, en janvier 2021, pardon, pas janvier dernier. Donc, un peu précipitamment. Et donc, les Américains estiment qu'il avait mal négocié la guerre du Vietnam, certains Américains, et donc, par conséquent, qu'il avait un peu nuit à l'image de l'Amérique. Et puis, il faut savoir qu'en 1973, il avait même été lauréat du prix Nobel de la paix avec l'autre négociateur côté nord-vietnamien qui s'appelle le Duc Tho. Et alors, le Duc Tho, lui, va carrément refuser de prendre ce prix Nobel-là de 1973. Pourquoi ? Parce que il considérait que, en dépit de la signature de la trêve entre les forces nord-vietnamiennes et les forces américaines, mais sur le terrain, en fait, ces accords-là n'étaient pas respectés. Jusqu'en 1975, même, il va y avoir une espèce de guerre larvée avec une espèce de statu quo sur le terrain, certes, mais avec quelques combats qui vont continuer. Et donc, de ce point de vue, le Duc Tho va refuser de prendre le prix Nobel de la paix. Quant à Kissinger, lui, il ne va même pas oser se rendre lui aussi à Oslo. On va lui envoyer le prix Nobel plus tard, mais il n'ira pas à Oslo. Il ne va pas y avoir toute la solennité que l'on connaît lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix, parce qu'évidemment, on est en pleine guerre froide et il risquerait d'avoir d'énormes manifestations, notamment à Oslo, en Suède, le jour de cette remise en question. Et donc, il avait dû renoncer à se rendre à la remise du prix Nobel de la paix, et il a reçu par la suite. Et il faut savoir que maintenant, lorsque l'on regarde l'homme en lui-même, on se rend bien vite compte que cette capacité qu'il avait eue à se mouvoir aussi bien dans la politique pendant près d'une dizaine d'années et à occuper une place centrale dans la politique américaine, parce que, comme je l'ai dit, il était secrétaire, conseiller à la sécurité nationale, et puis secrétaire d'État aux affaires étrangères. Ce sont deux postes clés dans le pouvoir américain. Et donc, pendant 10 ans, il va être au cœur même de la politique américaine. Alors, il faut savoir qu'il a pu se maintenir aussi longtemps parce que, évidemment, sa vie aussi est faite d'ambiguïté, faite de parallèles. C'est d'abord quelqu'un qui est né allemand. Il est né en Allemagne, en Bavière, en 1923. Il s'appelle même, son vrai nom, c'est Heinz Alfred Kissinger. Il va ensuite transformer ça en Henry Kissinger. Sa famille, lui, avait fui l'Allemagne au début des années 30, un peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Hitler va arriver au pouvoir et va commencer à mettre les premières mesures antisémites. Et donc, il va partir et sa famille et lui vont aller s'installer aux États-Unis, où il va acquérir la nationalité américaine dès l'âge de 20 ans. Alors, il est issu d'une famille plus ou moins moyenne. Son père était instituteur. Puis il va très vite rentrer dans le contre-espionnage au sein de l'armée américaine. Il va s'engager là-bas dans l'armée américaine et c'est l'armée qui va lui permettre aussi de poursuivre ses études supérieures puisqu'il va faire de brillantes études de droit à Harvard. Harvard dans laquelle il va par la suite enseigner quand il va quitter ses fonctions à la Maison-Blanche. Donc c'est quelqu'un qui, à travers sa très très grande expérience de la diplomatie du monde, il avait décidé depuis à peu près 2 ans de se lancer dans de nouveaux combats. Alors, il avait 2 combats qui lui tenaient particulièrement à cœur ces 2 dernières années, notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y avait la question du désarmement nucléaire, et là, on ne peut pas dire que véritablement les choses vont s'améliorer, puisque un certain nombre de pays ont décidé de reprendre des essais nucléaires. La Russie a repris ses essais nucléaires, les États-Unis ont repris leurs essais nucléaires, la France a décidé de reprendre aussi des essais nucléaires. Alors, les États-Unis et la Russie ne sont pas signataires du traité de non-prolifération de l'arme atomique, mais la France l'est. Et donc, la France a donc décidé, pour des questions de sécurité, de relancer aussi la course à l'armement nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, Henry Kissinger pourrait être véritablement déçu parce que les choses ne sont pas allées dans son sens. La deuxième lutte qui lui tenait à cœur ces dernières années, c'était la lutte contre l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne les questions de diplomatie. Il craignait que les diplomates, aujourd'hui, ne prennent des décisions
qu'en fonction des directives que pourrait leur donner l'intelligence artificielle, parce que lui, il estime que la diplomatie est tellement sensible et tellement complexe que là, s'en remettre à une machine ce serait voilà, ce serait un truc de dingue. Donc, lui, il œuvrait et il en sait quelque chose puisqu'il a fait carrière à la fois dans le renseignement, à la fois dans la sécurité et à la fois dans la diplomatie. Donc, il connaît très bien ces questions-là parce que dans la diplomatie, il y a beaucoup de renseignements. Il y a aussi, on parle beaucoup de sécurité à l'intérieur. Donc, il était parfaitement conscient que l'arrivée de l'intelligence artificielle allait forcément inonder tous les secteurs d'activité possibles de la société. Et donc, pour lui, il y a des secteurs dans lesquels il faut que l'être humain ait le dessus parce que c'est un univers, notamment l'univers diplomatique, tellement complexe que s'en remettre à l'intelligence artificielle serait une grave erreur. Et donc, comme je l'ai dit, hier, à l'âge de 100 ans, s'est éteinte, à mon avis, la plus grande figure diplomatique américaine du XXe siècle. Jean-Paul, il avait 100 ans. Oui, il avait 100 ans. Il était né en 1923. Ouais. Yeah. Merci Jean-Paul qui revenait donc dans le brin d'histoire ce matin. On parlait d'un illustre homme politique américain, Henry Kissinger. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.